Bonjour à toutes et à tous de ma part également. C'est un beau défi d'être à la hauteur de cette très belle présentation qu'a fait le professeur Grambo avec cette vision tous azimuts qu'il nous a donnée pour reprendre le titre de notre colloque 360 degrés. Alors moi, je vous parlerai d'un cas d'étude très concret, kilomètre zéro, parce qu'on est à 2 pas. On parle du lac Majeur, à vrai dire. Pour une personne qui s'occupe d'eau en tant comme moi, qui suis diplômée en biologie, eh bien, chaque fois que quelque chose de genre se passe, eh bien, c'est une épine dans le pied. Alors, en 2003, on pensait à des événements isolés, alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème, cette pénurie d'eau, devient un problème structurel. Disons, ces sécheresses sont une tendance de long terme. Alors, ceux qui me connaissent me disent, bon, ben, écoute, vu que l'eau fait défaut durant un certain nombre de périodes, est-ce qu'on pourrait pas renforcer les barrages existants, créer d'autres barrages, etc., et conserver l'eau mais c'est pas simple, hein. Et puis on le fait déjà. Là, vous avez le lac Majeur et vous ne savez peut-être pas, ou tout le monde ne sait peut-être pas que si on évite de porter les lunettes du touriste, eh bien, c'est une grande réserve d'eau qui est régulée, le lac Majeur. Alors, je le dis géographiquement parlant, même si vous savez où est situé le lac Majeur, eh bien, nous sommes aujourd'hui ici à Lugano, et puis là, vous avez Locarno. Bon, ben, nous sommes à cheval sur la frontière. Nous avons le Piémont, la Lombardie, Sesto Calende, point d'aboutissement du lac et début du fleuve Tessin. Alors, j'ai également indiqué la réserve naturelle des Bollets de Magadino, parce que je vais vous parler d'un projet Interreg avec de nombreux acteurs. Mais moi, j'ai été chargée par Bollets de Magadino de leur fournir un conseil sur la biodiversité et la nature. Alors, l'Interreg dont je vous parle s'appelle Parchi Verbano Ticino. C'est un projet qui vient de se conclure, qui a duré 4 ans. Et l'objectif en était d'améliorer la gestion des ressources en eau de ce système complexe, donc non seulement le lac, mais le Tessin en aval également. Et cela s'inscrit dans une série de projets, dont le projet Strada 2.0, qui a eu pour mérite, il y a un certain nombre d'années également, déjà de réunir tous les porteurs d'intérêt, les usagers du tourisme, la navigation, la sécurité en eau, l'agriculture, etc. Donc, toutes ces parties prenantes réunies autour d'une table pour voir si on pouvait réguler les niveaux de ce lac en répondant aux exigences de chacun. Le projet Strada terminé, on est entré dans ce projet Interreg Parchi Verbano Ticino pour justement insister, mettre l'accent sur l'environnement. Alors, vous voyez ici tous les gestionnaires de ces parcs en Italie, les instituts de recherche, dont le CNR, l'université également de l'INSUBRA d'Italie, et puis il y a le consortium du Tessin, à savoir l'organisme censé de réguler les eaux du lac. Alors, comment peut-on justement réguler ce lac? Alors, à Sesto Calende, il y a en fait un grand barrage de régulation qui a été construit et qui fonctionne depuis 1943, donc depuis 80 ans. En fait, ce barrage est géré par le consortium qui régule le niveau de l'eau en fonction d'un certain nombre de tâches. Donc, fournir de l'eau à toute une série d'usagers en aval, et puis on verra de quoi il s'agit. Et il faut également essayer d'organiser une retenue jusqu'à un certain nombre, en tenant compte d'un certain nombre de besoins. Et les protocoles sont plutôt rigides concernant des retenues. J'ai fait ce petit schéma pour vous montrer quels sont les principaux usagers de
ces eaux. Donc, vous avez le Verbano, Sesto Calende, le barrage, puis nous avons le Tessin en aval, et puis toute une série d'ouvrages de régulation avec des canaux d'irrigation qui desservent une bonne partie de l'Italie du Nord, surtout pour l'agriculture, dont le Consorzio Villoresi, le Consorzio Sesia, etc. Et puis, il y a une bonne production hydraulique également qui est réalisée avec cette eau. Vous voyez là, Enel. Alors, parmi les usagers en aval, eh bien, il y a le Tessin. En fait, vu que de nombreux prélèvements étaient réalisés, parfois le Tessin était asséché. Donc, on a défini un débit vital depuis un certain nombre d'années qui permet au fleuve de rester en vie. Et c'est plutôt récent. Ça a été expérimenté et testé à partir de 2009 et jusqu'en 2015. Alors, la situation n'est certes pas statique, les besoins évoluent, la pénurie d'eau augmente, raison pour laquelle on assiste à des pressions importantes pour emmagasiner de plus en plus d'eau dans le lac. Donc, les niveaux historiques que nous avons connus depuis 1943 et jusqu'au grosso modo en 2007. Là, on est arrivé à 1 mètre au-dessus du zéro hydrométrique calculé à Sesto Calende. Eh bien, on a assisté à des augmentations de ces niveaux pour pouvoir emmagasiner davantage d'eau. C'est ce qu'on a expérimenté au cours de ces années et la proposition a été faite donc d'accroître ce niveau. Alors, quelques graphiques maintenant pour voir ce que cela signifie. Là, vous avez les différents mois de l'année avec les niveaux d'eau correspondants. Et cette courbe, c'est la courbe dite historique. On a la chance justement de compter sur les données. On en reparlera tout à l'heure de l'importance des données. Et là, on a la chance de compter sur des services qui, depuis le siècle dernier, enfin 2 siècles, il y a déjà 2 siècles, mesuraient l'évolution des eaux, et ce, même avant la construction du barrage. Vous voyez qu'il y a un pic au printemps, en été, qui est dû naturellement à la fonte des neiges, avec un étiage en hiver qui est plutôt important. Et entre l'étiage et le pic, bon, on pouvait compter sur 1 mètre, 1 mètre et demi d'oscillation. Et puis, nous avons un abaissement qu'on enregistre vers la fin de l'été, un abaissement de ces niveaux. Et cette période de crue en automne avec un retour d'eau vu les précipitations en automne. Voilà ce qui se passait avant. Mais avec la régulation, comment les choses ont-elles changé? Eh bien, l'idée de stocker, d'emmagasiner de l'eau, alors on va partir de l'automne. Nous sommes en octobre, même si les températures sont encore élevées, eh bien, nous allons partir de l'automne. Alors, l'idée est de ne pas relâcher trop d'eau en hiver, mais de la conserver dans le lac. Et donc, le niveau de l'eau reste élevé jusqu'au printemps-été, période au cours desquelles, en fait, on en a besoin pour la production agricole. Et donc, on assiste à une différence, grosso modo, d'1 mètre par rapport, et de 30 cm par rapport aux périodes historiques, et ce jusqu'en 2006. À partir de 2007, eh bien, on a essayé, comme je vous le disais, d'augmenter le niveau de l'eau, et vous voyez que la tendance en question est accentuée. Donc, vous avez la situation qui a changé énormément. Et alors, on pourrait se dire, OK, c'est parfait pour la nature. Alors, vous connaissez tous les marécages, la désertification, il n'y a plus d'eau, etc. Donc, plus d'eau, ça veut dire plus de nature. Donc, tout le monde y trouvera satisfaction. Eh bien, non. Non, la situation n'est pas aussi simple que cela, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients qui ne sont pas faciles à appréhender. Et je vais vous les illustrer très rapidement. Alors, pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe, eh bien, il faut
approfondir un certain nombre d'indicateurs biologiques qui avaient déjà été définis dans le projet Strada. Et dans l'Interreg, ces indicateurs ont été approfondis qui nous indiquent l'état de santé du lac en fonction des variations de niveau. Alors, il y a de nombreux indicateurs, bien sûr, hein. Il y a des indicateurs liés à la végétation, plus particulièrement la roselière, les macro-invertébrés, les mollusques, les poissons, les oiseaux et les moustiques. Alors, l'intérêt, c'est naturellement quelque chose de, comment dire, très conséquent. Et en 25 minutes, je vais essayer d'approfondir un certain nombre de sujets bien précis parce que, en fait, je voulais insister surtout sur la réserve naturelle de la Bolla di Magadino. Donc, je vous parlerai rapidement des effets sur la roselière et sur les oiseaux, parce qu'il s'agit là des effets les plus importants. Alors, commençons par les roseaux. La roselière est un type de végétation qui a les pieds dans l'eau. En fait, c'est une végétation très qualitative parce que non seulement ça garantit des fonctions pour ce qui est du littoral lacustre, c'est un habitat également très important pour les poissons et les oiseaux. Et ces exigences écologiques vont de pair avec le niveau d'eau. Alors, je reprends le graphique de tout à l'heure avec les niveaux historiques. Vous voyez là le système tel qu'il a évolué au cours d'un certain nombre de milliers d'années. Vous voyez que la roselière au printemps profitait de l'eau basse pour gagner du terrain vers la partie du lac pour bourgeonner. Et puis, il était progressivement inondé alors qu'il avait déjà atteint une certaine taille pour arriver ensuite à ce pic en été qui est extrêmement intéressant pour toute une série d'autres animaux tels que les poissons. Alors là, vous avez un brochet et les brochets entrent dans ces roselières inondées pour se reproduire. Donc c'est comme cela que fonctionne le système. Alors maintenant, eh bien, cette croissance au printemps, vu que le niveau est bas, n'est plus possible et l'inondation est beaucoup plus prolongée. Alors, que voit-on dans les roselières, surtout au Bolle de Magadine? Eh bien, on enregistre un certain nombre de symptômes qui laissent penser à une maladie. La maladie de la roselière, eh bien, on voit des érosions aux pieds, par exemple, dues justement aux vagues lorsque le lac est bas ou à la poussée hydrostatique également, lorsque le niveau est plus élevé. Et puis, on a ce phénomène du clamping. Alors, en fait, vous voyez ces touffes éparpillées de ci, de là, qui ne sont pas trop stables, qui s'isolent et puis qui disparaissent. Eh bien, c'est complètement différent de ce que l'on voit lorsque la roselière est compacte et saine. Donc ça, c'est un symptôme de détérioration. Et puis, il y a, en fait, on ne voit plus de rhizomes vitaux, de bourgeonnement vers le lac. Et lorsque le lac est élevé, eh bien, on voit qu'en fin de saison, en automne, là, vous voyez cette photo, vous voyez le bourgeonnement qui a eu lieu, mais qui n'a pas pu, toutes ces plantes-là n'ont pas pu pousser. Donc, on assiste à justement un développement à deux vitesses qui n'est pas positif pour les oiseaux. Alors, tous ces symptômes, eh bien, ça se traduit par un déplacement vers la terre de tous les marécages et ça se traduit par une réduction des surfaces de roselières lacustres. Là, vous avez un petit schéma qui illustre ce propos. Alors, les bollets de Magadine sont l'une des réserves les plus importantes du Tessin. Donc, ces bollets font l'objet d'études de recherche depuis les années 60-70 avec ces cartographies de la végétation. Donc, tous ces changements au niveau territorial sont bien documentés. Et là, en haut, vous voyez la situation au cours des années 70, alors que la roselière eh bien, se développait plus à proximité du lac. Et puis, il y avait justement ces marécages avec les lèches. Là, vous voyez la situation au cours des années 80. Aujourd'hui, avec tous ces changements, eh bien, la roselière disparaît à proximité du lac, qui est la partie la plus intéressante pour les poissons et les oiseaux.
Et disons que on assiste à des pseudo-roselières qui se forment, des roselières terrestres, qui sont moins intéressantes. Vous avez ici exactement la situation quelques années plus tard, donc aujourd'hui. Qui plus est, lorsqu'il y a des contraintes anthropiques, eh bien, tout cela ne marche plus parce qu'on assiste simplement à une perte de superficie utile. Donc, pour les boulets de Magadino, c'est certainement un problème important parce que ces boulets de Magadino se doivent, c'est là leur tâche, de protéger les milieux lacustres qui sont protégés au niveau juridique et ainsi de suite. Et les préjudices portent sur 28 hectares. Donc, au scénario plus 125, si on devait passer à 150, eh bien là, le préjudice sera différent. Tout cela peut être extrapolé pour toutes les roselières du lac majeur, donc sur 110 hectares, grosso modo, de superficie intéressée. Voilà, ça c'était les effets sur la roselière pour vous dire que davantage d'eau, ce n'est pas toujours quelque chose de positif. Mais il y a un autre projet qui est extrêmement intéressant et porte sur les oiseaux. Alors, car la réserve naturelle des Boles de Magadino sont un site important pour le stop-over. C'est un petit peu comme une station-service de migration pour les oiseaux, un pit stop. Donc, les oiseaux, quand ils migrent, interrompent leur vol et doivent retrouver de l'énergie, etc., en quelques jours pour reprendre leur voyage. Et donc, cette fonction est intéressée est étudiée depuis de nombreuses années avec des méthodes traditionnelles, avec les réseaux et les bagues qui sont posées, mais grâce également avec ces radars, qui non seulement qui nous permettent de comprendre le nombre d'oiseaux en mouvement, mais grâce à la fréquence également du battement des oiseaux, permet de reconnaître les espèces, la hauteur du vol, etc. Donc, ce sont des instruments qui sont très intéressants pour notre recherche scientifique développée au Bolle de Magadino. Bon, ben, ça a été fait par l'université de l'INSUBL, donc je n'y ai pas participé, mais je vous cite simplement les résultats. Tout cela est très intéressant. Alors, ce graphique, là, vous avez le résultat de l'activité migratoire à 3 ans des oiseaux précoces qui arrivent et qui partent des bollets entre mars et mai. Donc, il s'agit de 5 ou 6 espèces cibles en particulier. Là, vous avez la hauteur du lac, donc bas niveau, haut niveau, et vous avez cette intensité migratoire qui est mesurée à travers un radar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit assez clairement que lorsque le lac dépasse un certain seuil, l'intensité migratoire enregistre un déficit. C'est un petit peu comme si on arrivait après 5 heures, on s'arrêtait à la station-service, la pompe à essence ne fonctionne pas et le café n'est pas disponible. Voilà. Alors, les points rouges correspondent au mois de mars. Par contre, là, ils sont évidents. Alors que lorsque le niveau est inférieur au mois de mars, chose qui s'est passée en 2022, lorsque le niveau du lac était plutôt faible, eh bien, cette activité migratoire est identique aux autres mois. Donc, on a fondamentalement un problème avec les mois, disons, les premiers mois du printemps. Autre résultat intéressant qui a été fait avec la pose des bagues, eh bien, c'est le fait de peser les oiseaux le matin et le soir pour voir s'ils ont suffisamment mangé d'insectes. Et là, pour 5 espèces d'oiseaux au printemps toujours, vous voyez la différence de poids entre le matin et le coucher du soleil. Donc, en moyenne, vous voyez que toutes les espèces trouvent de quoi manger.
mais si on établit une corrélation, et là vous avez 10 ans d'études de pose de bagues à bol et de magadine. Donc si on établit une corrélation entre les différentes choses, là vous avez le niveau bas et le niveau élevé du lac. Et si on établit une corrélation entre la masse corporelle et les niveaux du lac, eh bien, on voit que pour un certain nombre d'espèces, la corrélation est significative, à savoir que lorsque le niveau est plus élevé, les oiseaux mangent moins parce qu'il y a moins d'insectes et donc les oiseaux s'alimentent moins bien. Cela est significatif, surtout au mois de mars pour les espèces plus précoces. Ici, encore une fois, vous avez le même schéma. Alors, en situation naturelle, vous avez la production de ces insectes qui sont très abondants lorsque justement le niveau est bas, donc alimentation optimale. Mais lorsque le niveau est élevé, eh bien, on voit que ces insectes sont beaucoup moins présents et les oiseaux doivent tirer ceinture. Alors, les études ont également établi le niveau idéal pour pouvoir alimenter suffisamment un certain nombre d'espèces précoces. Voilà. Donc ça, c'est ce qui ressort des études environnementales qui ont été faites pour la réserve des bols de Bagadine. Et lorsque les niveaux restent élevés, artificiellement élevés, eh bien, on a des problèmes au niveau de la migration des oiseaux et de leur alimentation. Bien sûr, il y a bien d'autres indicateurs intéressants qu'on pourrait prendre en compte. Certains ne sont pas tout aussi clairs que cela, mais disons que, grosso modo, lorsqu'il s'agit de ressources limitées et lorsque la couverture est un petit peu trop courte, eh bien, il faut faire des sacrifices. Donc moi, je crois fermement au travail que j'accomplis, mais je ne suis pas Don Quichotte, enfin du moins pas au point de penser que la roselière des Baules et de Magadine peut avoir la même importance politique que milliers d'exploitations agricoles dans le nord de l'Italie ou pour la production hydraulique. Mais je suis convaincue d'une chose, eh bien, le politique doit savoir que s'il accomplit un choix, il sacrifie autre chose. Et donc, ce sont des arbitrages. Et c'est intéressant d'avoir ces études parce que pour la première fois, eh bien, on a mis justement en corrélation tous ces éléments. Donc, nous avons conclu ce projet Interreg en formulant une synthèse adressée aux politiques. Nous y avons établi des lignes directrices pour une gouvernance environnementale du lac et pour la première fois, on a dit qu'un rehaussement supplémentaire de ce niveau pourrait être un problème pour la nature. On a quantifié les déficits et le consortium qui était assis autour de cette table s'est prononcé en faveur d'une nécessité de régulation du lac de manière un petit peu moins rigide. Alors maintenant, nous avons des protocoles qui établissent les niveaux maximums pour l'été et l'hiver. Or, il faudrait faire preuve de davantage de flexibilité, surtout durant les périodes les plus sensibles. Il faudrait essayer de gérer le tout en fonction de l'évolution de la météo également, parce que si on a 6 mètres de neige, bon, ben, il n'est pas nécessaire de garder le niveau trop élevé parce qu'on aura davantage d'eau, et alors que le contraire également doit être pris en compte. Donc, il faut encore approfondir ce genre de choses également. Ensuite, l'expansion des roselières vers la terre, bon, ben, ça nous fait perdre naturellement des milieux de qualité qui pourraient être compensés par des revitalisations à terre. Et puis, comme le disait le professeur Grambo également, eh bien, il y a cet appel lancé à l'agriculture pour qu'elle fasse preuve, disons, comment dire, d'une utilisation raisonnée
de ces pratiques. Alors, on sait par exemple que on pourrait par exemple économiser de l'eau en cultivant le riz en période sèche, mais on s'est rendu compte que si on ne remplit pas les rizières d'eau, eh bien, on ne recharge pas les nappes phréatiques. Bon, donc c'est pas la solution non plus. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série de conséquences qu'il faut prendre en compte et qui ne sautent pas aux yeux à première vue. Donc, j'en conclus ainsi. J'espère ne pas vous avoir, comment dire, déçu, car tout à l'heure, eh bien, on a parlé d'une vision à 360 degrés. Or, ma vision biologique est l'un des degrés, des 360 degrés qui sont ici réunis. Mais cela vous permet de comprendre quelle est la complexité de ces défis et qu'il nous faut effectivement disposer de données et de connaissances dans tous les domaines, non seulement dans le domaine hydrologique, mais pour ce qui est des sciences naturelles également. Merci de votre attention.